Monsieur Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. La première question sera la suivante. La Banque mondiale estime que d'ici 2050, 216 millions de personnes vont être déplacées du fait de raisons climatiques. Certains phénomènes climatiques inquiétants sont d'ores et déjà visibles, comme la grande sécheresse à Madagascar ou comme les grandes inondations au Bangladesh. Face à ces futurs départs contraints et subis, que pensez-vous de la reconnaissance du statut de réfugié climatique ? Comment préparez-vous notre pays, mais aussi l'Union européenne, à l'accueil de ces futures personnes ? Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour cette audition. C'est important. Ce sont des sujets qui, vous l'avez dit, sont souvent malmenés. Et derrière ces sujets malmenés, ce sont souvent des femmes et des hommes qui sont montrés du doigt, stigmatisés et parfois rejetés. Et merci de votre poésie, un peu au début de cette audition. Ça me rappelait un peu les spectacles d'Ariane Mouchkine, qui était une autre façon de voir la question de l'asile et des migrations, avec de magnifiques spectacles. Sur la question des réfugiés climatiques, vous avez raison, on est face à un défi. Le premier défi est évidemment, avant de parler du statut particulier, notre responsabilité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la première des solidarités. Et puis, puisque nous avons pris tellement de retard dans notre effort climatique, il y a eu tellement d'inaction climatique, c'est évidemment pour l'ensemble des pays, mais particulièrement les pays du Sud, qui sont les moins contributeurs au dérèglement climatique et les premières victimes du dérèglement climatique, c'est évidemment la question de l'adaptation. Et puis, sujet très fort des négociations internationales et particulièrement maltraité, la question des pertes et dommages. C'est-à-dire que les pays du Sud sont déjà en proie à des phénomènes météo extrêmes, à des phénomènes météo-climatiques qui réduisent l'habitabilité des pays, et la communauté internationale aujourd'hui est incapable, y compris par peur de devoir reconnaître juridiquement sa responsabilité dans le dérèglement climatique, a peur de mettre en place des financements pour pertes et dommages. Alors, la question des réfugiés climatiques, elle est depuis longtemps dans le débat à la fois sur les migrations et dans le débat sur la question du climat. Longtemps, on s'est interrogé, est-ce qu'au fond, il faut réouvrir la Convention de Genève ? La conclusion aujourd'hui, vu l'état de l'opinion publique internationale, vu l'état des tensions, ça n'est pas de réouvrir la Convention de Genève. Pour nous, c'est clairement d'avoir une convention internationale sur les réfugiés climatiques qui leur donne des statuts, et notamment en ayant des statuts et des visas qui relèvent des visas humanitaires, qui relèvent de formes de reconnaissance du statut de déplacé climatique qui leur permettrait d'obtenir un statut très particulier. Parce qu'on va avoir à la fois la question des personnes, mais aussi, vous le savez déjà, la question des peuples. Il y a des peuples qui, malheureusement, notamment habitants des îles, sont soumis, au fond, au phénomène de perte d'habitabilité complète de leur territoire. Et donc se pose, on le voit dans le Pacifique, la question, au fond, de leur transfert. Leur transfert vers où ? Leur transfert comment ? D'où, y compris une réflexion que nous devons avoir, comme il y a la directive européenne, dont nous parlerons peut-être, de protection transitoire, il doit y avoir des règles internationales, dans une convention internationale que nous voulons porter, des conventions de protection transitoire qui ne relèvent pas de personnes, mais qui relèvent de groupes entiers. Et enfin, si vous me permettez, j'en finirai là. Éviter les déplacements de population, c'est arrêter de nuire. Avant d'aider, c'est arrêter de nuire. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 30 000 déplacés potentiels en Ouganda du fait d'un projet de pipeline dans une réserve naturelle, on est là au bout de l'absurdité et en matière de climat et en matière de déplacement de population. Quand on voit que la question, excusez-moi, j'ai une petite obsession totale en ce moment, mais quand on voit, non mais le cynisme en fait, je veux dire, c'est des populations entières qui sont menacées. Dans l'Arctique, où au fond,
on met en place des méthaniers pour exporter des énergies fossiles parce que la banquise fond du fait du dérèglement climatique, on voit sur cette question-là, comme parfois sur la question des batteries électriques et des matériaux, des terres rares parfois qu'il faut sur un certain nombre de technologies, la première chose c'est d'arrêter de nuire, la deuxième chose c'est évidemment d'aider, mais arrêtons de nuire sur les pêcheries, arrêtons de nuire sur l'extractivisme, arrêtons de nuire sur le pétrole, arrêtons de nuire sur toutes ces matières premières, toutes ces énergies dont notre système aujourd'hui d'ébriété en matière de matière va chercher dans d'autres pays et force au déplacement. Merci beaucoup. La deuxième question sera la suivante, une question qui se place sur notre territoire français. Le 20 janvier dernier, Philippe Miou, administrateur des refuges solidaires du Briançonnais, annonçait que 19 bénévoles et 3 salariés de son association ont été auditionnés par la police aux frontières dans le cadre d'une enquête préliminaire. Leur délit, la solidarité. Ils sont venus en aide en hébergeant, en restaurant, en soignant des migrants traversant la frontière italienne. En France, de nombreux citoyens bénévoles et salariés d'associations sont poursuivis à l'instar de Cédric Héroux pour avoir aidé des migrants. Pourtant, le droit européen ainsi qu'une décision du Conseil constitutionnel sont clairs. Impunité pénale pour ceux qui fournissent une aide assurée des conditions de vie dignes. Quelles mesures comptez-vous prendre pour aligner la France sur les directives européennes et dépénaliser le délit de solidarité? Merci. Vous l'avez évoqué sur l'accueil des exilés ukrainiennes et ukrainiens. Il y a un formidable élan de solidarité dans notre pays. Il est magnifique, on y reviendra peut-être, mais il y a encore un an, quand on voyait la situation de l'asile et des réfugiés en Europe, on a changé par rapport aux réfugiés ukrainiens de logique, et il y a il faut souligner ce formidable effort de solidarité européen, mais des Françaises et des Français. Damien Carême me disait qu'on doit être sur 20 000 accueils solidaires, 15 000 pour les collectivités, 15 000 pour l'État. Ça montre quand même que dans cette affaire-là, c'est quand même toujours l'État qui est en retard. Mais il y a cet effort de solidarité. Le problème que vous évoquez, il est majeur. Il est majeur parce que ça renvoie au fond à cette idée que aujourd'hui, l'accueil et la gestion des flux migratoires, des flux de réfugiés, c'est toujours pour les autres. Les Britanniques considèrent que ça doit être à Calais et non pas à Douvres. Les Français considèrent que ça doit être à la frontière italienne ou à la frontière espagnole. Les Italiens considèrent que c'est en Libye et toute l'Europe considère que c'est en Turquie ou au-delà de la frontière polonaise. Donc cette mise en place permanente des frontières est une erreur politique extrêmement lourde parce que ça se construit sur l'inhumanité de toutes nos pratiques, ça se construit sur le malheur des femmes et des hommes qui en sont victimes et surtout c'est totalement inefficace, ça ne résout rien. Et dans le cas que vous évoquez de Cédric, le problème c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas très clair. Le Conseil constitutionnel reconnaît la fraternité, mais il ne reconnaît pas forcément l'aide au franchissement d'une frontière, alors qu'on doit être dans l'espace européen. Donc pour, au fond, aller dans le sens de votre question, appliquer les règles européennes, ça doit d'abord se faire à l'échelle de l'Europe par tous les pays. Parce qu'on voit bien que sinon la question des frontières devient totalement absurde et totalement, encore une fois, inhumaine et totalement contre-productive et inefficace. Parce qu'il faut toujours rappeler que celles et ceux qui construisent le flicage aux frontières, celles et ceux qui contrôlent, renvoient, y compris des mineurs, le font parfois dans les pires conditions, prétendent qu'ils le font au nom de l'efficacité. Il n'y a pas d'efficacité à l'inhumanité. Pas simplement parce que efficacité, inhumanité n'ont rien à voir ensemble,
Mais ça n'est même pas efficace dans la gestion des flux, ça n'est même pas efficace, nous le savons, quand des femmes et des hommes ont passé tant de mois sur les routes, parfois des années, pour sauver leur vie ou pour aspirer à une vie meilleure. Et donc nous, évidemment, nous portons la pleine reconnaissance de la solidarité, de l'acte de solidarité, mais évidemment, nous agirons pour, y compris ponctuellement, en espérant qu'on réglera les problèmes européens, mais que ponctuellement, ça puisse aussi porter sur le franchissement des frontières. Et concrètement, à l'échelle européenne, vous avez répondu, mais à l'échelle française, qu'est-ce que vous feriez sur le délit de solidarité ? Écoutez, à partir du moment où il y a des règles européennes, nous considérerons qu'évidemment, tout geste de solidarité est un geste qui ne relève pas du délit, simplement. Je veux dire, c'est non pas... si vous voulez, on est dans un moment où la question n'est pas simplement de ne pas sanctionner, c'est de reconnaître à celles et ceux qui agissent en fraternité, qui agissent en solidarité, qu'ils sont et qu'elles sont l'expression de la République, qu'ils sont et qu'elles sont l'expression de ce que notre pays porte de meilleur, liberté, égalité, fraternité, que celles et ceux qui aident, que ce soit parfois en franchissant une frontière ou que, je l'ai dit, en accueillant ou l'association Envita, qui a des villes accueillantes que Damien avait lancées à l'époque, soient soutenus dans leurs gestes de solidarité. Alors je sais qu'il peut y avoir un débat, par exemple, sur aujourd'hui, est-ce qu'il faut aider les personnes qui accueillent ? La Grande-Bretagne aide les personnes qui accueillent. Alors selon un schéma un peu compliqué quand même, qui vise un peu à sélectionner les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui pourraient bénéficier du dispositif, mais il y a l'idée d'une aide. Moi je crois, et je suis partisan, d'un crédit d'impôt, qui n'est pas simplement l'aide aux réfugiés, hein, celui-là est dans la loi, mais qui est un crédit d'impôt qui peut être de 200 € par mois pour les personnes qui aident les Ukrainiennes et les Ukrainiens, en faisant toujours attention, parce qu'on a ce débat qui peut être un peu compliqué. Au fond, l'accueil citoyen, l'accueil solidaire, c'est beau, c'est incontestablement beau. Il faut faire attention à ce que les États ne profitent pas de cet accueil citoyen, au fond, pour privatiser d'une certaine façon l'accueil. La première des responsabilités, c'est l'État. Surtout sur des temps qui peuvent être moyens ou longs, il n'est pas question, au fond, que l'accueil des réfugiés, l'accueil des exilés, conformément au droit international, se fasse uniquement sur des logiques citoyennes. L'État doit prendre toute sa part. Merci beaucoup. Pour la dernière question, vous n'auriez que 3 minutes. Ah. Et on va parler de l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile. Comme vous le savez, selon la loi, les demandeurs d'asile en France ont le droit de travailler après 6 mois à compter de l'introduction de leur demande. Ça, c'est ce que dit le droit. Or, ce droit n'est pas effectif tel que la loi l'exige, et le nombre de demandeurs d'asile employés est encore très faible. Si vous êtes élu, comment allez-vous simplifier les modalités d'accès à l'emploi pour les demandeurs d'asile pour leur permettre de contribuer à la société d'accueil ? Très bien. Nous sommes pour l'accès au travail, depuis toujours. Nous sommes pour l'accès au travail parce que, à la fois, il faut évidemment faire des efforts pour traiter le plus rapidement possible les demandes d'asile, mais on met les femmes et les hommes qui sont dans ce processus qui peut être très long, dans des situations de vie totalement inhumaines. Alors c'est évidemment la question de l'hébergement, elle est centrale, ne serait-ce que, encore une fois, pour garantir sécurité, pour garantir dignité. Mais la question du travail, elle est pour nous absolument essentielle. Et c'est intéressant le débat qu'on a en Europe aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que comme nous avons, encore une fois, enfin activé la directive qui avait été créée juste après la guerre au Kosovo, mais dans la directive de protection temporaire,
vous pouvez travailler immédiatement. Et donc, il nous faut profiter de ce moment pour redire, mais c'est logique. Je veux dire, ce qu'on accepte logiquement pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, il faut l'accepter tout aussi logiquement pour l'ensemble des exilés, des réfugiés. Et donc, nous voulons profiter de ce moment-là pour démontrer à quel point ce qui fait sens dans certains cas fait sens dans tous les cas, pour la dignité, pour la sécurité et pour la pleine intégration dans nos pays. Vous savez, ça a été dit, combien nous voulons réformer Dublin. On l'a porté, d'ailleurs, le travail du Parlement européen est intéressant de ce point de vue-là, puisque la question, ce n'est pas de supprimer Dublin, il faut des règles, mais la question, c'est de garantir qu'au fond, il y ait une juste répartition des exilés, des réfugiés sur l'ensemble du territoire européen, que ça se fasse en lien avec les familles, que ça se fasse en lien avec tout ce qui fait qu'on peut s'intégrer plus facilement. Et la question, évidemment, du travail est une question très importante de ce point de vue-là. Et puis enfin, si vous me permettez, moi je souhaite, c'est dans mon projet, sortir la question de l'asile et des migrations du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas possible que ce soit une approche sécuritaire, policière. On voit les dégâts majeurs, mais c'est parce que c'est cette logique-là qu'il y a à Calais. Je veux dire, envoyer des policiers qui souvent sont assez peu fiers de ce qu'ils font, envoyer arracher des tentes, empêcher les associations de travailler et forcer des personnes qui ont tellement survécu à prendre tous les risques. Enfin, moi, en discutant avec les associations, vous le savez, il y a parfois des personnes à Calais qui disent qu'elles n'ont jamais été aussi maltraitées qu'à Calais, malgré des mois, y compris dans des pays qui sont loin d'être prétendument des démocraties. Donc nous sommes une démocratie, donc on ne peut pas traiter comme ça. Donc ce sera un grand ministère des solidarités pour travailler justement à cette question de l'asile, des migrations et de l'intégration. Je crois que vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Et est-ce que, parce que avant 1993, il était possible pour les demandeurs d'asile en France de travailler, donc cette loi, elle existe. Mais je dis oui. Est-ce que vous seriez prêt à la bien sûr, réinstituer ? Bien sûr. Si je n'ai pas été clair là-dessus, je suis très clair. Ce que je voulais dire, c'est que, y compris, on a l'opportunité politique vis-à-vis des Françaises et des Français. On sait que ces sujets-là sont tendus. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est tendu. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'au fond, on a l'opportunité politique de cette directive européenne qui permet aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de travailler, d'appliquer exactement les mêmes règles pour tout le monde. D'appliquer exactement les mêmes règles pour tout le monde. Pardonnez-moi si je n'avais pas été très clair. Vous avez 5 minutes pour conclure, à votre convenance. Merci. Je le disais, il y a encore un an, on avait toutes ces images des pushbacks, des refoulements à la frontière, notamment entre la Grèce et la Turquie. Vous vous souvenez, ces femmes et ces hommes nus, déshabillés, humiliés, qui avaient été renvoyés en Turquie. Il y a un an, le Danemark, il y a un peu moins d'un an, le Danemark votait une loi pour transférer l'asile à d'autres pays et potentiellement le Rwanda. Et le Danemark, d'ailleurs, a proposé ces derniers mois, vous vous en souvenez aussi, des barbelés à la Pologne pour se protéger des migrants dans les forêts biélorusses. On ne peut pas, en tant que peuple européen, on ne peut pas, en tant que démocratie européenne, être autant impacté, déstabilisé par des dictatures sur la question des migrantes et des migrants, des exilés, qui, encore une fois, ont tellement survécu. Je pense qu'on a commencé à se mettre en situation improbable et absolument dramatique, quand déjà avec Berlusconi on négociait la gestion des réfugiés, des exilés dans le désert, en Libye, et quand on a signé un contrat nauséabond avec Erdogan.
À partir du moment où on a affiché aux yeux du reste du monde et des dictateurs et des cyniques que un continent de 500 millions d'habitantes et d'habitants était déstabilisé par quelques milliers d'exilés, nous avons affiché une faiblesse politique dramatique. Et il y a 5 ans, souvenez-vous, 6 ans, tout le monde presque rigolait en pleurant du mur de Trump avec le Mexique. Et aujourd'hui, vous avez encore dans la tête des dirigeants européens l'idée que construire des murs aux frontières de l'Europe avec des barbelés et des miradors reste une solution politique dans des démocraties. C'est totalement insupportable. Et donc il nous faut collectivement, et c'est ce que nous portons, et c'est ce que j'ai essayé de porter dans cette campagne, en allant à Calais, en ayant l'ensemble de mes porte-paroles et des autres, pour dire à quel point l'immigration, on m'a souvent repris sur ce thème-là. On me disait, mais c'est pas possible, vous considérez que c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème en fait. Et j'avais l'impression d'arriver de la Lune parce que je disais que ça n'était pas un problème. Que d'avoir des étudiants à qui on a augmenté les frais de scolarité, c'était une idiotie absolue. Que la France est le pays de l'université depuis le Moyen-Âge. Que la France a construit son rayonnement, y compris par l'université et y compris par les étudiants étrangers. Qu'après avoir félicité Angela Merkel de l'accueil des réfugiés syriens, un président de la République ne pouvait pas organiser l'arrachage des tentes, l'humiliation des femmes et des hommes à Calais comme ailleurs. Eh bien, on m'a regardé en disant « mais c'est pas possible, mais d'où il vient, Jadot, il n'a pas compris la société ». Non, en fait. Notre société va beaucoup mieux que celles et ceux qui veulent en manipuler des peurs identitaires. Notre société, elle va beaucoup mieux et elle le démontre à chaque fois. J'ai parlé des villes accueillantes. On sait à chaque fois qu'il y a au fond, qu'on sort les femmes et les hommes de la rue, qu'on cesse de faire des images à Paris ou ailleurs où au fond ces exilés seraient un énorme problème à gérer, que ça fait peur, que ça crée l'inhumanité pour les femmes et les hommes qui en sont victimes, mais pour celles et ceux qui regardent la télé, pour celles et ceux qui habitent autour. Et on sait que quand on crée les conditions d'accueil dignes, quand on crée les conditions d'accueil dignes, il n'y a plus de problème. Combien de villages, de villes, de quartiers où les personnes accueillies en dignité s'insèrent, s'intègrent, se construisent et enrichissent notre pays. Mais même statistiquement, mais c'est triste de dire même économiquement. Je veux dire, les migrants créent plus d'emplois que la moyenne des non-migrants. Ils créent la richesse dont on a besoin. Ils renforcent la créativité, l'énergie et la diversité de notre pays. Et un pays qui joue une forme de pureté génétique, c'est un pays qui ne va pas bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même, d'une certaine façon, dans la nature comme dans la société, et nous sommes la nature, le métissage est toujours une source d'enrichissement, est toujours une source d'épanouissement, est toujours une source... Et donc, collectivement, dans ce moment politique, où certains ont joué toujours les boucs émissaires, en stigmatisant les musulmans, en stigmatisant les immigrés, notre responsabilité à nous, humanistes, c'est de dire qu'ils n'ont pas simplement tout faux, mais c'est de montrer que la société qui va bien, c'est celle qui est accueillante. La société qui va bien, c'est celle qui intègre. La société qui va bien, c'est celle qui fait de la bienveillance, de l'entraide et de la solidarité des valeurs absolument cardinales. Donc ayons confiance en nous dans ce débat parfois nauséabond, parce que ma conviction, c'est que par notre pédagogie, par nos valeurs, par notre sincérité, nous sommes majoritaires dans ce pays, quoi qu'on en dise. Merci.